Bienvenue sur l'entreprise de demain, le podcast qui porte la voix des pionniers qui œuvrent à une entreprise conjuguant humain, impact et performance. Le podcast qui inspire les DRH, les dirigeants, les managers, qui leur donne envie et les clés pour agir. Je suis Delphine Zanelli, conférencière, formatrice et facilitatrice. Mon métier ? Faire de vos managers des leaders qui libèrent le potentiel de leurs équipes et stimulent la croissance de leur entreprise. Ce podcast n'est pas un mode d'emploi. Mon ambition, ici, est de poser les vrais sujets, ceux qui vous questionnent au quotidien, de les aborder avec des profils d'invités variés, d'apporter un regard nuancé et de proposer des clés d'action très concrètes. Libre à vous d'y piocher ce qui vous inspire et qui fait écho avec les problématiques que vous rencontrez dans le contexte de votre entreprise, pour faire de vos managers des leaders ou devenir le leader que vous voulez être. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Nous en sommes à l'épisode 7 de la saison 6 sur la thématique leadership et authenticité. Une saison haute en couleurs avec des invités de tous horizons. Et l'invité d'aujourd'hui ne devrait pas vous décevoir, c'est une vraie masterclass sur la connaissance de soi. Alors, avant de vous présenter l'invité du jour, je voulais remercier le partenaire de cette saison, qui est UKG. UKG qui est un éditeur de solutions de gestion des temps, de planification et de gestion de l'administratif RH. Pourquoi est-ce que UKG a souhaité être partenaire de cette saison ? Puisqu'ils œuvrent en fait à l'automatisation, à la simplification des process pour pouvoir libérer le plein potentiel du capital humain. Et que donc, pour permettre à nos chers managers de devenir des leaders, l'idée c'est de les alléger des contraintes opérationnelles pour se concentrer sur le développement, sur le fait de révéler leur leadership. Et c'est bien là la clé du succès. Alors merci à UKG d'être partenaire de cette saison puisque ça a beaucoup de sens. Donc aujourd'hui, masterclass de connaissance de soi. Mon invité du jour, c'est Martin Tissier. Martin qui a fondé la société Urban Gaming. C'est amusant parce que quand je travaillais sur cette saison, Catherine Testa, que vous avez déjà entendu, m'a dit « Il faut que tu interviewes Martin. C'est un ami à moi, il est extraordinaire. » Vous allez, je pense, en l'écoutant, comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont autant alignés. Et j'avais un call avec une cliente quasiment dans le même temps. Et cette cliente me dit « Ah tiens, je travaille, c'est nouveau, je travaille avec Urban Gaming et je suis hyper content d'eux. » Alors, ce n'est pas un épisode sponsorisé par Urban Gaming, mais c'est important de dire quand les gens bossent bien. Et voilà, vous aurez plaisir à écouter Martin, mais sachez aussi que j'avais eu un très très bon feedback de leur service. Donc, Martin, vous allez voir, il a une énergie folle. C'était impossible de vous faire un format court. J'essaie de faire des formats autour de 20 minutes. C'est pas possible parce qu'en plus, je suis bavarde, il est bavard. C'est un puits de connaissances. Honnêtement, je suis gourmande et je dévore des bouquins et des choses comme ça, mais c'est rien à côté de lui. Alors, vous allez voir, c'est trépidant. Prenez un papier, un crayon, peut-être écouter l'épisode. En tout cas, on va échanger sur l'importance de l'alignement avec nos valeurs en tant que leader. L'importance de se fixer des objectifs pragmatiques et de surmonter ses peurs aussi. Bien sûr, on parle de l'humilité, de la communication, de l'écoute profonde qui sont des qualités essentielles du leader. Mais aussi, on partage tous nos outils. Alors, je ne vais pas tous les citer ici, mais ça passe par les tests de personnalité, le Memento Mori, le conte de fait, F-A-I-T-S, le Starbucks Challenge, le challenge de se prendre des noms, l'Appreciative Inquiry, enfin j'en passe et des meilleurs. Vous allez pouvoir trouver forcément votre bonheur là-dedans. Je vous souhaite une excellente écoute. J'ai le sourire en faisant l'intro parce que je viens de le réécouter et honnêtement, vous allez voir, ça va vous donner une pêche d'enfer. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour Martin. Bonjour Delphine. Alors, ravi de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast pour parler de leadership et d'authenticité. Donc d'abord, je voudrais que tu te présentes pour nos auditeurs et nos auditrices en premier lieu. Je t'écoute. Alors, c'est une vaste question. En fait, c'est marrant parce que la question de se présenter, de se connaître, c'est une question qui m'a beaucoup changé. J'ai appris à me connaître sur plein de secteurs différents. Je vais commencer par la réponse banale, qui est « je suis papa de 2 enfants ». C'est banal, mais à la fois, évidemment, c'est
incroyable ce que ça me procure comme énergie et comme équilibre. Je suis aussi papa d'une start-up d'une quinzaine de salariés qui fait des team building, des serious games. Puis au-delà de ça, je suis originaire de Lille, découvert Paris il y a 14 ans maintenant. Et puis j'aime bien quand même me décrire dans ce qui m'anime. Il y a plusieurs choses, plusieurs encres. Moi, il y a mes valeurs, le côté créativité, le côté bienveillance, le côté énergie, passion, etc. Et puis il y a le côté aussi découverte, exploration. Et j'aime bien me découvrir, me présenter en mode je suis quelqu'un qui aime explorer et tester des choses, et toujours avec bienveillance et en allant à la rencontre des gens et en faisant preuve de créativité. Mais sur le sujet de se connaître, je pense que j'ai vraiment exploré beaucoup de manières de me connaître, parce que je suis une personnalité assez atypique, on va dire. J'ai découvert via mon profil MBTI, j'ai lu le bouquin, j'ai un profil ONFP, un bouquin de 300 pages dessus, et ça a été vraiment un game changer pour moi. Il y a le jeu de valeurs. J'ai fait un test via Caractère. Je vous invite à aller sur le site. Ouais. Et en fait, mon jeu de valeurs est très marqué, et je le regarde tous les soirs en rentrant chez moi. J'ai une petite pyramide. Et en fait, à chaque fois que je suis un peu malheureux, je réalise que c'est parce que je m'éloigne de ce jeu de valeurs-là. C'est vraiment les valeurs comme boussole. Et puis aussi tout le stoïcisme. J'ai fait des jeux via le stoïcisme. Par exemple, j'ai fait un jeu qu'on appelle le jeu de l'équanimité. Ça parle de Marc Aurèle qui dit: quand la contrainte des circonstances te laisse comme désemparé, ne perds pas la mesure plus que nécessaire et rentre en toi-même aussitôt. En fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand il y a un truc qui t'embête, essaye de revenir à l'état initial. Et cette phrase-là, je me suis dit comment je peux la transformer en jeu. Et pendant 1 an et demi, j'ai noté à chaque fois qu'il y avait un truc qui m'embêtait, qui me titillait, sur un petit carnet. J'ai noté le temps que je mettais pour revenir dans mon état initial. Et 1 an après, j'ai lu ça. Et ça m'a incroyablement impacté, parce que j'ai vu les 2 trucs qui me faisaient un peu sortir de mes gonds. C'est petit 1, quand j'ai envie de faire quelque chose et qu'on m'en empêche. Parfois à raison, parce que parfois j'ai des idées farfelues qu'il ne faut pas faire. Mais il y a un moment peut-être de souffrance, entre guillemets. Je suis frustré comme un gamin qui voudrait faire quelque chose et qui l'a pas. Et la deuxième chose, c'est quand je suis face à quelqu'un de peu empathique. Tu me mets face à Donald Trump, je suis capable de trembler, de m'écraser, et je travaille sur ça. Et du coup, intéressant aussi de savoir qui on est par rapport à ces moments-là, je trouve, où on perd le contrôle, parce que après, maintenant, quand j'ai un truc qui me fait vriller comme ça, je sais très bien que je suis dans la situation 1, et ça m'aide en un claquement de doigts, j'arrive à reprendre le contrôle, parce que je sais que je suis au final juste la résultante de mon propre cerveau, qui est juste une espèce d'ordinateur programmé. T'es dans la case. Mais t'es en train de vivre une émotion, et voilà. Il faut que tu regardes l'émotion que tu vis et comment tu peux la remplacer, en fait, tout simplement. Exactement. Tout simplement, ce n'est pas simple. Et justement, ça fait le lien avec le leadership, parce que le leadership, ça commence par se connaître, effectivement. Complètement. Moi, en fait, j'ai lu un article de Robert Biastruviu qui m'a beaucoup marqué aussi. J'arrête pas de balancer des références, mais je t'enverrai les liens aussi. Hein. Avec plaisir. Ça peut être intéressant, je pense, pour les auditeurs. Mais en gros, ça disait qu'être un leader, c'est pas être quelqu'un de charismatique, être quelqu'un qui a donné des ordres, etc. On a tous cette image-là, mais c'était juste être en pleine congruence. C'est savoir qui on est profondément, et être aligné avec ses valeurs, et d'arriver sans essayer de jouer un rôle. Et il y a différents styles de leadership, évidemment. Le leadership autoritaire, c'en est un qui donne des ordres, et c'en est un qui peut parfois avoir des résultats incroyables. Mais il y a aussi le côté de leadership qui en gros, se connaît profondément, a envie d'aller dans une direction, drive les autres. Et moi, je préfère largement celui-là, qui est plus à même d'être en conformité avec ma personnalité, parce que je serais très mal à l'aise dans l'exercice de donner des ordres. Et juste avant, en intro, on parlait de se projeter dans une société de 16 salariés. Moi, j'avais pas envie, ça s'est fait naturellement, de me dire je crée une boîte de 16 personnes. Et en fait, ça s'est juste fait naturellement, une espèce de passion qui fait que j'ai trouvé des cofondateurs incroyables qui sont encore là, avec qui ça se passe très bien. Et en fait, ça s'est fait étape par étape. Et c'est assez marrant de se dire à quel point, quand je regarde dans le rétroviseur, c'était pas un calcul, quoi. C'était juste l'espèce de passion qui fait que petit à petit, l'adaptabilité, la passion qui fait qu'on grossit la boîte. Après, il y a... Je pars peut-être en discrétion, hein. Fais-moi un clin d'œil si jamais. Je t'écoute. Mais en gros, il y a un truc important aussi dans les différentes phases d'une boîte. Il y a la phase d'hyperadaptabilité et de taux-ajustement à la Fayol, où on est en petit groupe, et ça peut fonctionner sur la base de la passion. Et évidemment, il y a des rôles, mais au final, on est là aussi pour parfois créer un peu de bordel là-dedans et créer de l'agilité. Il y a une boîte qui s'appelle Fly the Nest qui nous a d'ailleurs encore plus aidé à créer de l'agilité.
Mais au bout d'un moment, on a réalisé qu'il fallait revenir sur une structure plus classique, avec des rôles bien définis, des périmètres où chacun est gardien de son temple. Et paradoxalement, j'étais convaincu que l'exercice de l'hyperagilité, c'était celui qui me conviendrait le mieux. Et paradoxalement, c'est plutôt l'exercice de restructuration plus classique à la papa qui nous a permis de mieux trouver nos marques, je trouve. Alors là, tu parles presque de forme de leadership, d'organisation, de gouvernance aussi. Donc ce que tu nous dis, c'est que le fait d'être... finalement, vous êtes... vous fonctionnez bien dans une structure assez classique. Mm-hmm. Et c'est vrai que j'ai échangé il n'y a pas longtemps avec Jérôme Friteau, le DRH de l'assurance retraite, qui a mis en place des méthodes managériales très novatrices dans une structure complètement classique. Donc en fait, je pense que c'est important de ne pas s'enfermer, bien sûr, de se dire si je veux être un leader ouvert, empathique, qui fait preuve de vulnérabilité, etc., enfin un leader de demain, il faut que je sois dans une structure non hiérarchique. Voilà, à la limite, on peut être le leader qu'on veut être, finalement, dans plein de modes de structures différents. Mais oui. Et en fait, c'est un peu la résultante, quand tu lis Frédéric Laloux, Reinventing Organization, c'est un peu le côté, il n'y a pas de règles établies, il n'y a pas un mode d'emploi de... Par contre, il faut tester plein de trucs et garder ce qui marche. Et au final, souvent, en fait, c'est un peu comme dans la vie. Je trouve qu'on s'épanouit dans les changements qui arrivent. C'est-à-dire que passer d'un état à l'autre, c'est ça qui est kiffant. Et en fait, emmener les gens dans une direction, essayer de réajuster progressivement, c'est vraiment ce parcours-là qui fait qu'on arrive à trouver nos marques petit à petit et il y a des épanouissements. Alors après, évidemment... Il y a à asseoir notre leadership. Oui. Mais alors, du coup, moi, je suis leader. Enfin, je suis leader. Je souhaite devenir le leader que je veux être. Je souhaite être un leader. Donc, première chose que tu nous as dit, c'est qu'il fallait apprendre à se connaître. Mm-hmm. On apprend comment à se connaître? Mais en gros, il y a un exercice qui consiste à reprendre un peu les différentes étapes de sa vie dans lesquelles on était pleinement soi et pleinement aligné, et réfléchir aux points communs de ces éléments-là. Et après, de réussir à faire une petite phrase qui résume concrètement ce qui nous anime. Moi, tu vois, ça va paraître bizarre et ça va pas parler aux gens parce que ça me parle plus à moi. Toi, ça va te parler un peu parce que tu m'as dit que tu connaissais en amont. Mais moi, c'est être le nu et culotté de l'entrepreneuriat. Et c'est le côté créatif, libre, audacieux, bienveillant qui m'anime. Et en fait, à partir du moment où je sais qui je suis profondément et dans quel terrain je suis le plus fertile, enfin, c'est un peu nul comme expression, mais je suis le plus moi-même. Dans le stoïcisme, il y a un truc que j'adore qui s'appelle flourish. Comme on peut dire qu'une fleur s'épanouit, l'humain peut aussi s'épanouir s'il connaît son terrain. Et moi, ce que je conseille, c'est de savoir vraiment qui on est profondément, qu'est-ce qui nous permet de nous épanouir et d'aller dans cette direction. Et ça peut nous amener dans des directions qui mènent à faire du leadership, tout comme ça peut nous amener dans une direction qui nous amène à faire des choses et peut-être de motiver d'autres personnes par la passion, mais pas forcément de devenir manager. Et moi, j'ai plutôt l'impression d'être dans cette deuxième catégorie j'ai juste envie d'être pleinement moi et j'ai l'impression que j'arrive à motiver les gens parce que ça se sent que je kiffe ce que je fais, ça se sent que... Alors, je vais noter 2-3 trucs que tu as dit. La première, tu dis voir les moments où je suis plein de vie, plein d'énergie. Enfin, je ne sais pas si tu connais l'Appreciative Inquiry, mais c'est typiquement ce genre d'exercice, en fait. Tu peux me le décrire en 30 secondes parce que en fait, tu vas aller identifier ces moments où tu t'es senti pleinement engagé, plein de vie, où tu t'es senti bien dans ton job. Mm-hmm. Tu vas aller le raconter. Mm-hmm. D'accord, tu vas vraiment l'écrire, en fait, essayer de détailler l'histoire, le contexte, pour pouvoir ressortir quelles sont les choses que tu as mis en œuvre dans ce moment-là, les qualités, les comportements, qu'est-ce qui t'a permis ça. Tu vas analyser ce que tu as ressenti. Pourquoi ? Parce que pour que ton cerveau se souvienne que dans ces moments-là, tu te sens vachement bien, donc il a intérêt à les reproduire. Et tu vas ensuite chercher de dire quels seraient les souhaits pour que ça se reproduise, en fait. Et en général, c'est un exercice qui est intéressant à faire pour soi, mais surtout qui est intéressant à faire en face à face, parce qu'après, tu vas raconter ça à une personne qui va du coup t'interroger et qui va te permettre de creuser pour encore mieux comprendre et enrichir, et tu vas faire vice-versa. Et donc, c'est un outil à la fois de connaissance de soi, de connaissance des autres. Voilà. Mais ça revient à ce que tu dis comme... Voilà. J'adore le concept. Ça me fait penser aussi au memento mori. Tu sais, quand tu imagines sur ton lit de mort ce que les gens disent de toi. Oui, est-ce que tu veux que les gens retiennent de toi? Et à côté... perso, ça, je trouve ça très difficile. Mais... Alors, moi, j'ai poussé le vice très très loin. Moi, j'ai fait un truc qui s'appelle le conte de fées, mais fées, F-A-I-T-S, où j'écris ma vie de mon enfance à ma mort.
et je te le ferai lire après, c'est un peu confidentiel évidemment, mais je te le ferai lire, et du coup je décris un peu qui j'étais, d'où je viens, ce que j'ai développé, ce que je fais et ce que j'ai envie de devenir, et je le lis quasi tous les matins, et je pense que ça m'aide beaucoup à driver ça, à driver le côté garder l'envie, le cap sur qui on veut être vraiment, quoi. Alors là-dessus j'ai une question, parce que c'est un exercice que je fais faire aux managers que j'accompagne, qui est de s'écrire une lettre à un an. Et il y a 3-10 ans, ils choisissent, mais l'idée c'est d'aller sur un horizon où on ne se limite pas. Mais cet exercice, alors je donne des méthodes pour réussir à le faire, parce que tout le monde bloque dessus. C'est extrêmement compliqué de se projeter. Tu disais d'ailleurs en commençant que finalement quand tu avais créé ta boîte, tu t'es pas projeté sur le fait d'être 16, tu avais suivi. Et là, quelque part, quand tu fais cet exercice, tu te projettes. Je pense que c'est utile de se projeter. Pourquoi ? Parce que je vois bien quand les gens sont en train de changer de posture de leadership, c'est important qu'elles se souviennent le leader qu'elles veulent être, pour quand elles se font rattraper, ou qu'elles ressentent ce que tu disais au départ, tu sais, le moment où t'es pas bien, etc., qu'elles relisent, comme tu fais, et qu'elles disent « Non, mais moi, je veux être ce leader-là. » Donc, qu'est-ce que ferait ce leader-là ? Donc pour moi, qu'est-ce que ferait la Delphine de dans 1 an ou dans 4 ans ? Donc cette Delphine, elle ferait ça, donc tu fais ça en fait, et ça donne en fait des... Voilà. Mais c'est très compliqué. Comment tu fais pour te projeter ? Je pense qu'une des clés, c'est quand même de partir des peurs. On a un jeu de peur au début, il y a la peur de ne pas plaire aux autres, de se faire rejeter du groupe, la peur d'être en insécurité financière. Et ce que je trouve pas mal, c'est de se projeter sur... D'abord noter ses peurs, se dire « Ok, j'ai peur de quoi ?» Essayer de comprendre qu'au final, ces peurs sont infondées, qu'en gros, la peur est liée au système limbique qui fait que quand on était bien avant, s'il y avait un animal, enfin c'est un classique ce que je te dis, j'ai l'impression que j'enfonce une porte ouverte. Mais en gros, d'abord lister ses peurs, et après, vraiment faire un travail de ces peurs, je suis pas obligé de les ressentir. Et aussi réaliser que souvent les gens, ce qu'ils veulent faire en fait, en général, c'est souvent être riche, en partie. Mais en fait, derrière la richesse, il y a l'envie d'être pleinement soi. Quand on leur dit qu'est-ce que vous ferez avec votre argent, ils ont envie de faire le tour du monde, ils ont envie de faire des choses qui sont au final très accessibles. Et souvent, en fait, tu passes du temps à accumuler quelque chose alors que tu pourrais vivre dès maintenant ton kiff. Et se dire vraiment, dans 1 semaine, qu'est-ce que je vais faire pragmatiquement pour réussir à rentrer dans ma zone de kiff, ça me semble important. Et c'est un peu la méthode Kaizen aussi. En gros, l'idée, c'est que début d'année, tu te fixes un objectif. Ok, je vais aller en salle de sport toutes les semaines. Sauf qu'au bout de 3 semaines, t'as complètement abandonné. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, t'as eu le choix entre rester avec un pot de Häagen-Dazs devant ton Netflix ou aller au sport, et tu t'es dit, bon, vas-y, j'ai pas envie. Et en fait, ce qui est clé, c'est de se dire que tu peux partir de petit. Par exemple, tu peux te dire, je fais 2 pompes par jour pendant 3 mois. Et après, t'anesthésies ton cerveau, entre guillemets, et tu peux monter jusqu'à aller plus loin. Et je trouve que par rapport à la gestion des peurs, c'est important de partir comme ça petit. Il y a une super vidéo, il y a la théorie, je crois que c'est la thérapie de la rejection collective, collective rejection, mais en gros l'idée c'est que tu te forces à faire des choses que tu n'aurais pas fait naturellement petit à petit. Ça peut être des choses très simples. Et aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le Starbucks Challenge. Je ne sais pas si tu connais, mais pour se lancer dans l'entrepreneuriat, le deal c'est juste tu vas dans un Starbucks et tu dis est-ce que je peux avoir un prix sur la boisson. Et les gens, ils osent pas, alors que ça me paraît assez facile, mais au final, ils osent pas. Et souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne du Starbucks offre la boisson parce qu'il n'a pas l'autorisation de faire une remise. Par contre, il a l'autorisation de pas hésiter à offrir des boissons s'il a l'occasion de faire que les gens se sentent bien. Et là, donc, on est surpris. Et on est surpris et on réalise que c'est accessible. Alors, tu sais que j'en parlais dans une conférence que je faisais sur l'audace, de l'exercice du nom, de se prendre des noms. En fait, à un moment donné, quelqu'un m'avait dit il faut que tu apprennes à te prendre des noms, parce qu'en fait, je pense qu'il y avait des réminiscences, des choses qui me bloquaient là-dessus. Et donc, des choses que je n'osais pas parce que j'avais peur de me prendre un nom. Et il m'a dit, tu vas aller voir ton boulanger pendant 15 jours et tu vas lui demander de la viande. Mais surtout, voilà, ça paraît idiot, mais voilà, donc c'est le même type d'exercice, mais ça, j'aime beaucoup. Et tu parlais aussi moi, je parle de micro-actions. Une des premières problématiques pour devenir le leader qu'on veut être, pour travailler son leadership, c'est souvent le temps. On va en parler juste après, tiens. Le fait qu'on est dans la réaction et non pas dans la création. Qu'on subit de mails, qu'on subit des demandes, qu'on subit tout ça. Et donc, la difficulté pour les managers d'en sortir et de redéfinir qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur temps et comment est-ce qu'ils veulent devenir leader, justement, comment est-ce qu'ils vont impacter, comment est-ce qu'ils vont prendre soin de leurs équipes, comment est-ce qu'ils vont emmener leurs équipes. Je leur parle de la micro-action. Je leur dis, en fait, n'essayez pas du jour au lendemain de faire, mais donnez-vous 15 jours. Pendant 15 jours, mettez-vous une action au début de la journée de 2 à 3 minutes. Et ça va être une micro-action. Voilà. Et c'est toutes ces micro-actions
qui vous sont difficiles, mais qui vont faire qu'à la fin, vous aurez l'action complète. Et c'est valable aussi quand on a à faire des choses face à des peurs, comme tu disais. C'est-à-dire que si on a peur, je reviens à la demande et se prendre un nom. Si on a peur de faire un emailing à je ne sais qui, un email, à un moment donné, c'est dire le premier jour, je chope l'adresse, le deuxième jour, je fais l'objet, le troisième jour, je commence mon mail, le quatrième jour. Et en fait, je m'oblige et à la fin, j'ai mon email. Complètement. Voilà. C'est ça. Et le cerveau, en fait, au bout d'un moment, il s'habitue à faire des choses et petit à petit, tu montes la barre et du coup, tu réalises que c'est accessible là où c'était impossible au début. Et t'as raison, il faut à la fois garder le cap sur l'objectif final, mais le décomposer en sous-objectifs et peut-être pas temporaliser ça aussi. Moi, j'aime bien la logique de dire que t'as des objectifs, mais t'as pas une pression temporelle. Et moi, j'ai une pyramide aussi. Je te montrerai ça après que je regarde par rapport à mes objectifs et il y a des niveaux et ça se fait petit à petit. En fait, c'est aussi les lois de l'attraction. C'est ça qui est important. C'est si tu lis. Là, on va perdre tout le monde. En gros, si tu lis plusieurs fois par jour des choses, ça se fait naturellement. Et c'est assez amusant. Je l'ai vécu et constaté beaucoup de fois. Si tu te dis je vais réussir à faire ça, au final, ça arrive naturellement sans que tu fasses un effort proactif. C'est assez marrant. C'est le mindset que tu changes petit à petit, quoi. Alors, c'est le débrief que je faisais à ma fille qui passe le bac dans quelques jours. Quand vous nous écouterez, ça sera déjà passé. Et qui a réussi à augmenter sa moyenne de 2 points pour le fameux Parcoursup. Et je lui dis, tu vois, tu t'étais dit, je veux augmenter de 2 points. Et tu as augmenté de 2 points, alors que tu n'as aucune maîtrise, à part le travail que tu fournis. Mais la façon dont vont te noter les profs, c'est complètement aléatoire. Et je lui dis, tu vois, Noah, l'importance de te donner des objectifs très précis, que tu atteindras, que tu n'atteindras pas. Mais parce qu'en fait, très souvent, c'est quelque chose qui arrive, quoi. Et ça, j'ai remarqué. Et c'est pas des prophéties, hein, c'est vraiment, moi je pourrais vous donner des dizaines d'exemples comme ça, qui sont importants. Et ça veut dire aussi, je pense que le lien aussi avec le leadership, quand on parlait de se projeter, de poser les choses, de les inscrire, de les écrire, c'est que c'est une forme d'engagement qu'on prend inconsciemment et qui nous aide énormément à changer. En fait, moi j'ai beaucoup de gens qui me disent je veux être un bon manager, je j'explique qu'il n'y a pas de bon manager, qu'il faut d'abord trouver le leader qu'on veut être, mais qu'après il faut l'inscrire. Il faut l'inscrire pour que ce soit un engagement avec soi-même et qu'on avance. Et qu'effectivement on apprenne à se connaître et qu'on avance sur le sujet. Et je pense que le fait d'avoir posé des choses comme ça nous aide à les ancrer, à les tenir. Voilà, c'est aussi notre inconscient qui travaille quelque part. Complètement. Ouais. Et après, je suis peut-être aussi un peu critique. Mais on parlait tout à l'heure du fait que je partirais en burn-out si j'étais à la défense pendant 6 mois avec un costard-cravate. Mais il y a aussi un fait, c'est que parfois tu as un terreau toxique autour de toi et où tu as des personnes avec qui c'est difficile d'être pleinement toi. Et là, évidemment, c'est faisable. Mais il y a aussi un fait, c'est que tu peux changer. Et ça, c'est important que les gens comprennent qu'à un moment donné, s'ils sont pas pleinement alignés avec eux-mêmes, il faut qu'ils essayent de le faire. Mais parfois, il y a des choix de vie à faire. Et dans ce cas-là, il ne s'agit pas de choisir de partir du jour au lendemain en mode je claque madame sur un coup de colère. Il s'agit de construire la suite, de réfléchir à comment faire, etc. Je ne sais pas si c'est politiquement correct ce que je dis. Mais bien sûr que si. Non, mais même pour une entreprise, ça ne sert à rien de garder des gens qui ne fitent pas, qui ne sont pas dans la culture. D'où l'importance d'avoir des cultures d'ailleurs très marquées, parce que ça permet aux gens de comprendre s'ils sont faits ou pas pour l'entreprise. Bien sûr. Je vais revenir à 2 choses. La première chose, donc si on fait un petit peu le résumé de tout ce qu'on a partagé sur le leadership, on a vu l'importance de se connaître, d'avoir des outils pour se connaître, on mettra des liens dans les notes de l'épisode, et d'être aussi clair sur là où on veut aller et le leader qu'on veut être. Ensuite, tu viens de parler de pouvoir, une fois qu'on se connaît, être soi, donc d'authenticité. Comment est-ce qu'on peut être soi dans un environnement qui ne nous le permet pas forcément? Alors, je vais pas dire qui est toxique pour le coup, mais qui est peut-être, on parlait tout à l'heure, un peu corporate, très codé en fait. Comment est-ce qu'on peut être soi dans cet environnement-là? C'est une vraie question. J'ai pas la réponse magique. Moi, ce que j'aime beaucoup, en fait, le problème des sociétés, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'espèce de domination de l'imaginaire masculin qui est de dire faut s'affirmer, affirmer son ego, pas dire quand on doute, etc. Et moi, j'aime beaucoup, par exemple, le côté Failcon. Je ne sais pas si tu connais ces conférences où tu partages la vulnérabilité, les choses que tu as ratées, etc. J'aime beaucoup l'image de te dire, à un moment donné, je vais me mettre à nu et essayer de faire des mouvements qui me font dire... au final, je préfère pas être dans une position de dire c'est moi qui ai géré, quoi. Il y a un exemple que j'adore, je ne sais pas si tu connais Jocko Willink. Non. C'est un auteur, il a écrit un bouquin qui s'appelle Extreme Ownership. C'est un ancien Navy...
Je fais une petite digression, mais je te résume le bouquin en 20 secondes et tu verras à quel point c'est marquant. En fait, il y a eu une fusillade à un moment donné, je crois que c'était en Irak peut-être, une fusillade, et il se trouve que Jocko Willink, qui était responsable de soldats, a mal géré dans le sens où il y a des soldats à lui qui ont tiré sur des soldats à lui. Grosse fusillade, et ils ont essayé de comprendre ce qui s'était passé. Et évidemment, il était convoqué par le monsieur tout là-haut, responsable en chef des armées. Et il s'est dit, ok, je vais essayer de comprendre qui porte la responsabilité. Il a sondé ses équipes, il y en a un qui disait que c'était la faute de la météo, l'autre d'une mauvaise communication, l'autre. Tout le monde avait des raisons. Et en fait, tout le monde avait des bonnes raisons de dire c'est pas moi qui porte la responsabilité. Et du coup, à une demi-heure d'être convoqué, il savait pas trop quoi faire. Il avait fait un rapport qui montrait un peu toutes les causes, mais il s'est dit c'est nul de présenter ça. Il s'est dit ce que je vais faire, c'est je vais dire c'est moi, c'est de ma faute. Il a assumé ce discours-là, il a dit c'est de ma faute. Et là, tout le monde dans la troupe s'est mis à dire non, c'est de ma faute, non, c'est de ma faute, non, c'est de ma faute. Et au final, il a été décoré par rapport à ce move-là. C'est-à-dire que plutôt que de dire je mets mon ego en jeu, je dis c'est pas de ma faute, j'essaye de sauver mes fesses, il s'est dit je vais me montrer vulnérable, et tout le monde l'a suivi. Toutes les cultures ne permettent pas de faire ça, attention. Être vulnérable dans toutes les cultures, ça peut être compliqué. D'ailleurs, on pourra aborder après la manière d'être vulnérable avec des profils qui ont beaucoup de mal à se montrer vulnérables. Mais j'aime bien cette approche de dire que déjà j'essaye d'arrêter d'avoir cette carapace-là et de me mettre à nu, et je regarde comment ça se passe sur des micro-tâches. Et je regarde si en face de moi j'ai des gens qui sont plutôt à m'enfoncer ou plutôt à dire ok, t'as raison en fait. Moi j'aime beaucoup. Donc je teste en fait. Exactement, je teste, et surtout cette culture de l'ego, c'est ce qui rend malheureux, parce qu'au final on est en absence de congruence, on est en dissonance cognitive, on n'est pas soi-même, on joue un rôle. Et essayer de dire vraiment ce qu'on pense et se mettre son ego de côté, c'est très très dur. Et je trouve ça d'ailleurs beaucoup plus viril d'affirmer ses erreurs, parce que l'ego c'est juste une forme de protection. Si on prend un parallèle avec les soft skills, une personne qui connaît ses défauts, quand on lui fait un reproche, il va pas essayer d'être sur la défensive. Il va dire t'as raison et essaye de m'aider à traiter ça. Et ensemble, on peut l'aider. Il va dissocier ce qu'il a fait ou ce soft skills. Il va pas le prendre personnellement. Et en fait, paradoxalement, c'est beaucoup plus viril de réagir comme ça, plutôt que d'être dans la protection de son ego en disant ouais, mais en même temps, toi, t'as fait ça, et de rentrer dans une espèce de guerre. Alors, en fait, je vais rebondir sur deux choses par rapport à ce que tu dis qui sont super importantes. Ça fait 3 fois que tu me dis viril. Je pense, c'est marrant parce que je faisais un post là-dessus ce matin, je pense que je vois émerger des formations de leadership au féminin, je ne comprends pas pourquoi, parce que le leadership n'est pas genré. Par contre, je pense que dans le leadership, pour répondre à l'évolution de notre société, il faut développer la part féminine. Et en fait, pour moi, c'est pas de virilité dont tu parles, c'est de part féminine. Oui. En fait, on a chacun, toi et moi, on est un homme, une femme, et pourtant on a chacun une part masculine, une part féminine. Sauf qu'on n'a pas forcément le même équilibre dans ces parts. Et donc c'est comment on les rééquilibre l'un et l'autre, en fait. Parce que moi, j'ai besoin d'avoir une part masculine, plus ma part féminine, tu as besoin... Voilà. Donc déjà, je me permets de corriger. Mais t'as raison, et moi, je me sens plutôt part féminine que part masculine assez souvent. Donc, enlevons cette notion de virilité. T'as raison. Qui met une image hyper dure, et tombe plus sur un équilibre, en fait. Qui met dans des cases où t'as l'impression d'être dans une case, et oui, non, t'as complètement raison. Voilà. La deuxième chose, tu parlais de la vulnérabilité, de tester le terrain, de regarder, d'être authentique, et bien sûr, je ne sais plus du coup ce que je voulais te dire, c'est pas grave. J'ai perdu, mais on va revenir, parce que par contre, toi, tu nous as dit, j'ai peut-être retrouvé du coup ma question, mais tu nous as dit que tu voulais nous parler de comment être viril ça y est, du coup, je garde viril. Oui, comment être vulnérable par rapport à certains profils. Sache que je l'ai volé à Adam Grant. Donc, mais en gros, c'est intéressant parce qu'il disait... il ne s'agit pas de dire faut être vulnérable. Déjà, faut être vulnérable par rapport à un enjeu. Il ne s'agit pas de juste avouer je suis faible, je suis pas bien, etc. Il s'agit de considérer que la vulnérabilité peut amener à quelque chose de meilleur. Et c'est souvent le cas quand tu admets des fautes. Et après, la stratégie que Adam Grant cite, c'est de dire à une personne qui serait vraiment dans le côté je veux commander, je veux gérer, je veux pas être vulnérable, c'est une personne qui va être dans le faire, qui va être dans le côté il y a un plan, il faut y aller, bah, se dire qu'une des phases du plan, c'est de réfléchir à ce que chacun a ressenti, une espèce de phase sociologique, et d'essayer de se mettre dans les baskets de chacun pour essayer de comprendre. Et en posant ça, il y a un côté genre, je suis pas dans l'être, je suis dans le faire, dans l'exécution d'un plan d'action, qui va permettre de mettre en avant les points de vue de chacun, et du coup potentiellement les vulnérabilités potentielles de chacun, et qui va permettre derrière de dire ok, par rapport à ça, c'est important d'avoir un élément qui va être plutôt positif, comment on fait pour traiter ce problème-là. Et je trouve que c'est intéressant parce que sur les profils qui sont vraiment dans le côté faire à 100%, exécution, avec peut-être
plutôt une domination, je sais plus comment dire ça parce que je veux dire viril, mais du coup c'est un état d'esprit qui est plus porté sur des traits de caractère qu'on associe aux hommes. Voilà. C'est intéressant parce que ça permet de contourner ce côté. Il ne s'agit pas juste d'être dans l'être, on peut être dans le faire tout en intégrant la part d'être dans l'analyse. Tu as raison. Et c'est quel ouvrage, Dame Grant ? Alors, c'est une conférence que j'ai écoutée. Tu me donneras le lien aussi. Ouais, je on la mettra avec dans plaisir. l'épisode. Avec plaisir. Et parce que je conseille souvent, moi j'ai lu son dernier bouquin qui était Think Again, Le pouvoir de la pensée flexible, que je conseille régulièrement. Pas lu celui-là. Et alors je te conseille de le lire, puisqu'il t'apportera beaucoup d'éléments à ta réflexion. Et ce sur quoi j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, si tu veux, ce que tu évoquais, le fait que tu puisses tester le fait d'être vulnérable et s'apercevoir qu'en fait, plus tu t'entraînais là-dessus, plus tu étais ouvert à la critique entre guillemets, ou en tout cas au feedback, et plus tu allais pouvoir en faire quelque part quelque chose. Et tu allais pas prendre les choses personnellement. Et en fait, ça me fait penser, je sais pas si tu connais les états d'esprit fixes et de croissance de Carol Dweck, voilà. Ça me fait penser à ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est comment est-ce que tu développes un état d'esprit de croissance. Alors que l'école nous a beaucoup appris l'état d'esprit fixe. C'est-à-dire fixe, ça veut dire qu'on pense qu'on a des compétences qui sont développées à un moment donné, qui se développeront plus, que nos talents sont figés. Croissance, c'est qu'ils grandissent. Et donc, quand on est en fixe, on a tendance à être sur la défensive, du coup, parce qu'on se sent accusé, alors que l'état d'esprit de croissance, on a tendance à chercher à comprendre comment grandir. Et là-dessus, je suis hyper curieux de savoir si toi, moi, je suis entouré de personnes qui ont des fixed mindset. Et j'essaye de trouver des exercices pour la mettre dans un growth mindset, et je réalise que chasser le naturel, elle revient au galop. Et ça me rend fou et triste de me dire qu'il y a une part de difficile à changer, mais à un point. Alors moi, oui, j'ai fait des épisodes de podcast là-dessus, donc je pourrais te donner ça. Je mettrai aussi les liens pour les auditeurs dans les notes de l'épisode. Mais après, moi, je remarque que j'oscille constamment entre les deux. Et pourtant, je me challenge beaucoup pour être que dans le croissance. Mais je suis rattrapée par la patrouille. Donc je pense que ça, c'est important aussi, ce qu'on dit quand on parle de leadership, d'authenticité, de vulnérabilité. C'est que la première chose à accepter, c'est qu'en fait, ça marche pas toujours. C'est qu'en fait, parfois, on n'est pas du tout des leaders. Parfois, on n'est pas du tout vulnérable. Bien sûr. Parfois, on n'est pas du tout authentique parce c'est pas qu'on veut le pas l'être, mais c'est qu'on a des instincts de protection. Tu parlais d'ego. L'ego, il est là pour nous protéger. Et parfois, il faut lui dire ok, je suis ok là. Parce qu'il revient vite. Bien sûr. Il revient fort. Donc, je pense que ça, c'est aussi important. C'est qu'on parle beaucoup de comment le faire. Je crois qu'il faut être aussi avoir beaucoup d'humilité sur le sujet. Bien sûr. C'est que c'est le travail d'une vie, qui est un travail qui n'est pas facile. Et ça veut dire aussi que si vous nous écoutez, que vous êtes collaborateur, sachez que vous êtes contributif dans la posture de votre leader, de votre manager. Et il faut avoir aussi beaucoup de forme de clémence. Enfin, j'entends pas sur des comportements déviants, hein, je comprends bien. Mais voilà, qu'on est des humains, qu'on essaye, c'est l'essai-erreur, on se corrige. Bien sûr. Donc d'où l'importance de se faire des feedbacks. Quand on dit feedback, c'est des feedbacks correctifs ou encourageants, mais c'est pas des critiques, ça sert à rien. Et l'importance aussi de se dire comment moi, dans la relation, je peux jouer sur le fait que mon leader prenne toute sa place et soit de l'authenticité. Qu'est-ce que je lui renvoie pour l'aider ? Sachant que collaborateur aussi, je dois être. Enfin, il est important que je travaille mon leadership parce que je pense qu'on n'est pas leader uniquement parce qu'on dirige des gens. On est leader parce qu'on choisit de l'être, parce que du coup aussi on va choisir de nous suivre. Mais voilà, on peut l'être à tous les jobs et tous les postes. Bien sûr. Et il y a vraiment un enjeu aussi c'est très compliqué de voir la part d'adaptation au leader et la part d'expression de soi. Et c'est un enjeu. Et je connais des personnes qui ont des leaders extrêmement qui peuvent paraître peu empathiques. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est qu'il y a personne sur Terre qui se sent vraiment méchant. Souvent, il y a quand même des raisons et des manières de voir le monde différentes. Et c'est juste une question de point de vue, les prismes divergents. Mais au-delà de ça, il y a vraiment un enjeu de se dire... en fait, ce qui est difficile aussi nos jours, c'est qu'il y a des profils extrêmement empathiques qui subissent beaucoup plus les choses parce que elles sont beaucoup plus dans le l'être que dans le faire. Et qu'il y a un espèce d'enjeu qui est de dire comment j'arrive à faire en sorte que mon manager qui est dans le faire soit plus dans l'être. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est très complexe. Et je pense que ça passe par la communication, c'est ce que tu as dit, essayer de voir comment je peux aussi aider mon leader, mais c'est vraiment un enjeu clé. Et moi, ce que je constate aussi pas mal, quand tu regardes les exemples de Frédéric Laloux,
c'est quand même un rassemblement de personnes qui sont beaucoup dans l'être. Et sur ces entreprises libérées, et c'est ce que d'ailleurs, je réalise que ça revient à ce que tu me disais en amont sur le côté industriel. Mais c'est beaucoup plus facile d'être extrêmement libéré quand on a autour de soi des gens qui sont tournés vers l'être et le côté, tu sais, tout ce qui est méthode agile, holacratie, tous ces modes qui sont vraiment tournés vers l'expression aussi de qui sont les gens, quels sont leurs points de vue, etc. Je pense pas que ça convienne à tout le monde. Et je pense qu'il y a des gens et qui peuvent être vraiment mal à l'aise dans ces systèmes-là, et il faut l'accepter. Et peut-être que si jamais à un moment donné vous sentez que vous êtes vraiment plus dans l'être et vous sentez que peut-être aller vers des organismes qui sont aussi plus tournés vers ça, quoi. Ouais, je pense qu'il y a une forme d'équilibre. Alors pour que nos auditeurs comprennent, on parlait tout à l'heure de l'industrie, on parlait d'entreprises libérées et d'industrie. Je parlais d'industrie libérée qui avait été des échecs parce qu'en fait, la culture industrielle, en tout cas des personnes qui travaillent sur la chaîne de production, est justement, comme tu dis, beaucoup dans le faire plus que dans l'être, et ça les met en inconfort. Mais je pense qu'en fait, on peut trouver des équilibres partout. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, je parlais des parts féminines, moi je crois beaucoup aux équilibres. Et je pense qu'on a quand même tous besoin d'être dans le faire, dans le côté artisan, dans le côté réalisation, quelque part. Parce que d'ailleurs, quand on n'a pas assez dans son boulot, on la charge dans autre chose. Donc je crois beaucoup dans ces notions d'équilibre. Je suis d'accord avec toi. Et au passage, je suis dans l'extrême caricature, mais plus que jamais, il y a 10 000 nuances à faire. L'avantage, c'est évidemment, il n'y a pas une personne qui est être, une personne qui est faire, et une incompréhension. Non, on est tous tour à tour. Ouais, tous ces points-là. Ouais. Donc, tu voulais me parler de... Alors, il y a plusieurs sujets. Nelson Mandela, plutôt. Ouais. Non, Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc qui m'a marqué. En fait, si je reprends moi au début du urban gaming, j'étais quelqu'un qui savait pas beaucoup écouter et qui voulait toujours remplacer une. Et il y a une vidéo de Simon Sinek qui m'a beaucoup parlé. Il parle de Nelson Mandela. Tu l'as sans doute vu, mais en gros, il dit que Nelson Mandela, c'est un leader incontesté dans le sens où tout le monde partout dans le monde, les gens disent lui, c'est un leader. Ce qui n'est pas le cas de tous les leaders. Il y en a beaucoup qui sont controversés. Quand on demande à Nelson Mandela le secret de son leadership, il dit que c'est son papa qui allait dans les tribus africaines et du coup, ils se mettaient tous en cercle. Et quand il y a une discussion qui se faisait, son papa était souvent le dernier de parole, mais surtout, il écoutait profondément les gens sans acquiescer de la tête. Il ne faisait pas oui, non. Il était juste dans la pleine écoute. Et il attendait vraiment que tout le monde ait parlé pour parler, sans anticiper ce qu'il voulait dire. Et moi, c'était tellement un terrain d'amélioration pour moi, mais c'est vraiment impressionnant comme j'étais peu dans l'écoute. Et au début, c'était tellement dur, je me mordais la langue pour pas parler. Et j'ai réalisé le super pouvoir que c'était. Parce qu'en fait, quand on écoute les points de vue de tout le monde, ça nous permet de vraiment reconceptualiser. Et même d'un point de vue, si je me place dans l'espèce de prisme faire, souvent on veut convaincre quelqu'un qu'on a raison. Bon. En fait, on a tous des jeux de valeurs différents et on tire tous nos conclusions d'expérience de vie ou d'un jeu de valeurs. C'est la théorie des fondations morales de Jonathan Haidt. Enfin bon, en gros, on a tous une vision. Quand une personne exprime un avis, si on a un avis différent, la meilleure manière de faire pour soit remettre en question son avis, soit convaincre la personne, c'est de demander de où tu parles. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est ça? Et là, la personne va faire des parallèles. Elle va expliquer des choses qui sont passées par le passé. Tiens, ça me rappelle à ça. Ou alors, elle va faire appel à son jeu de valeurs en disant je priorise le respect du sacré par rapport à... Bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'une fois que j'ai trouvé l'origine, la raison, pourquoi, d'où elle parlait, cette personne, je peux beaucoup plus facilement soit remettre en question mon raisonnement, en me disant en fait, cette personne, elle a des connaissances que je ne connais pas, que je ne sais pas, donc je vais lui faire confiance, soit déconstruire. En disant là, tu fais un parallèle avec quelque chose qui est au final pas correct. Parce que la situation est différente. Et du coup, c'est très rare, en fait, dans un débat, qu'on s'intéresse vraiment à pourquoi la personne pense ça. Alors que c'est la question fondamentale qui permet de faire avancer le schmilblick dans l'échange, quoi. Tu devrais lire le livre sur le pouvoir de la pensée flexible de Adam Grant, ça va te plaire. Ah, ben carrément. Parce que c'est vraiment, on est vraiment dans ce sujet-là. Et tu voulais me parler aussi de Leadership de Malcolm Gladwell. Ouais, j'ai un peu l'impression d'être dans le syndrome de l'imposteur quand je parle de ça, même, mais c'est un livre extrêmement inspirant qui parle des échelles. Il dit au début, la première étape, c'est de monter une échelle, puis après, de tenir l'échelle pour l'autre, puis après, de faire en sorte que les gens construisent leur propre échelle. Il y a un côté, quand on est leader, qui est de lâcher prise et de ne pas vouloir contrôler, qui peut être très difficile à vivre pour certains. Par exemple, recruter meilleur que soi.
On sait que je suis un peu dans la caricature, hein, mais j'ai lu que les A-level recrutaient meilleurs qu'eux, mais qu'après il y a beaucoup de gens qui préfèrent largement recruter moins bons qu'eux parce qu'ils ont peur de mettre en péril leur poste. Je suis un peu dans la caricature. Non, mais physiquement, enfin, il n'y a pas de problème avec ça. Et en fait, c'est extrêmement difficile, et c'est une notion de vulnérabilité, de lâcher prise et de se dire que j'accepte de faire en sorte que d'autres leaders prennent le lead sur des sujets, parlent des sujets, et j'accepte de la fermer parce que je l'aurais peut-être pas fait de cette manière-là, mais que moi j'ai réalisé, je suis pas du tout dans le micromanagement, mais j'ai réalisé souvent que quand j'essayais de driver des personnes, je laissais libre la personne, mais parfois je revenais avec l'envie d'aider aux 3/4 du chemin, et parfois cette envie d'aider qui était plutôt positive pour le projet pouvait enlever l'envie de faire de la personne. Et c'est extrêmement compliqué de voir la place que tu donnes à l'envie de faire et l'envie de laisser faire. Et ce qui est sûr, c'est qu'un bon leader doit accepter que ça soit pas fait comme il veut et doit du coup vraiment lâcher la prise et du coup être plutôt au service d'eux, demander qu'est-ce que tu veux que je fasse. C'est comme dans les discussions de couple. C'est important de poser la question quand quelqu'un parle de son problème en disant est-ce que tu veux une écoute ou est-ce que tu veux quelqu'un qui essaie de trouver la solution de tes problèmes, parce que c'est une position tellement différente. Ou d'ailleurs, est-ce que tu veux une écoute enfin, est-ce que tu veux une écoute sans que je ne dise rien? Mais c'est ça. Ou est-ce que tu veux une écoute pour trouver une solution? Ou est-ce que tu veux une écoute compatissante encore? Ça peut être la troisième solution. Et rien que ça. Qu'est-ce que tu attends de moi d'abord avant de se lancer dans des espèces de tiens, j'ai trouvé la solution, mais en fait la personne s'en fout, peut-être qu'elle a juste envie de partager. Ou même de compatir ce qu'elle a pas du tout, peut-être pas envie, parce qu'elle va dire non mais en fait j'ai tort là, pourquoi tu me dis que... Bien sûr. Puis est-ce que t'es très aussi, c'est encore une fois la pensée masculine qui est de dire on va essayer de résoudre le problème. Alors non, que les femmes aussi. Hein, ça, c'est plutôt le triangle de Cartman, sauveur. Moi, je pense les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, qui parlent quand même souvent de l'homme est fier, il poste ses achievements et bon, c'est caricatural, mais moi, je me suis pas mal reconnu en tout cas là-dedans dans ma relation de couple, de toujours vouloir trouver des solutions quand la personne parle, alors que petit 1, s'il y a une solution à trouver, il faut que ça vienne de la personne. Donc, il faut plutôt poser les questions qui permettent à la personne de trouver la solution, hein, c'est coaching. Et petit 2, parfois la personne n'a pas envie de solution, c'est pas son besoin, et tu pars avec fierté en mode j'ai trouvé la solution à son problème, mais bon, what else? La personne, t'as juste été à côté de la plaque dans toute la discussion, quoi. Ouais, donc effectivement aussi être vraiment à l'écoute et vigilant. Bah écoute, Martin, merci beaucoup pour tous ces échanges, c'est un épisode hyper riche. Merci. On va bien mettre toutes les références dans les notes de l'épisode, parce que voilà, n'hésitez pas à le réécouter, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de choses. Et puis, à bientôt. À bientôt, Delphine. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. C'est sans doute que l'épisode vous a plu. Merci alors de le partager à 2 personnes autour de vous et de mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. C'est ce qui nous fait ressortir dans les classements, permet au podcast de grandir, de profiter au plus grand monde, et puis ça m'encourage aussi. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la page L'entreprise de demain de LinkedIn pour ne rien manquer de l'actualité du podcast. Et à la newsletter, devenez le leader que vous voulez être, pour ne rien manquer des contenus exclusifs que je vous propose. Et puis, si vous avez besoin d'accompagnement dans le développement de votre leadership ou de celui de vos managers, ou si vous cherchez la prochaine conférence qui inspirera vos managers, écrivez-moi, j'interviendrai avec plaisir. Je prends toujours grand soin de mes auditeurs et auditrices. J'adore travailler avec vous. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine.